Rencontre littéraire à l'heure. Donc on remercie David, notre monsieur loyal de la journée, qui a œuvré en tout cas au maintien absolu du timing. Merci cher David. Le grand plaisir d'approfondir cette fois un peu plus l'œuvre de Mariette, en très bonne compagnie, puisque nous retrouvons notre président du jury, qui est un grand connaisseur de l'œuvre de Mariette, donc il va avoir une belle marge d'exploration croisée, en tout cas. Alors peut-être vous la présenter, parce que c'est vrai que dans le cadre de cette première partie plus protocolaire, nous ne sommes pas attardés sur le cursus, en tout cas de Mariette. Donc peut-être signifier que Mariette a fait d'abord des études de lettres et d'art du spectacle, et qu'elle a été formée dans le Grand Est, en tout cas en tant que dramaturge, à l'école du théâtre, du Théâtre national de Strasbourg, de 2004 à 2007. Elle travaille d'ailleurs comme dramaturge, toujours, pour différents théâtres et compagnies, et fait partie bien sûr aussi de comités de lecture et de collectifs d'artistes. Alors Mariette a plusieurs arcs, ou cordes à son arc plus exactement, puisqu'elle est poétesse, et elle s'est distinguée pour sa production poétique également, plusieurs recueils, un que j'aime tout particulièrement, alors Carcasse, qui date de 2011, ou encore Les Chemins contraires en 2016. Elle co-dirige également la collection Grand Fond chez Chêne Éditeur. Et elle intervient très régulièrement, parce qu'il y a aussi ce volet pédagogique, ou en tout cas cette volonté de transmission dans des écoles d'art, et tout particulièrement des écoles supérieures d'art dramatique. Alors un premier roman que vous avez en tout cas découvert, qui a été salué par l'enthousiasme des libraires, et qui entame, c'est assez rare pour être souligné, sa 3e réédition, alors que sa publication date d'août. Donc, on peut dire un vrai succès. Alors, chère Mariette, après le théâtre et la poésie, qu'est-ce qui vous a justement fait basculer dans le roman, à travers peut-être cette résidence sur laquelle on pourrait revenir, sur ce cargo ? Oui, alors peut-être pour commencer par cette résidence. Donc, c'est un voyage qui a été proposé à 6 auteurs de théâtre. Il y a une dizaine d'années, on nous a proposé d'embarquer sur un cargo de marchandises, puisqu'on peut, pas seulement les écrivains, on peut monter en tant que passager sur les cargos. Et là, on nous avait réservé 6 cabines pour faire une traversée de l'Atlantique. C'était le Centre national de théâtre qui organisait ça. Mais je n'ai pas écrit ce livre pendant la traversée. Ça a été plutôt l'occasion de prendre des notes et de vivre cette expérience assez mouvementée, parce que c'est pas de tout repos d'être sur cette machine de ferraille. Et j'ai pas, suite à ce voyage et à ces notes, ça n'a pas commencé par la décision consciente de me dire tiens, je vais écrire un roman. C'était vraiment un matériau que j'avais, un matériau poétique ou des notes, des impressions. Et j'ai hésité longtemps. D'ailleurs, il s'est écoulé 9 ans entre le voyage et le moment où le livre est sorti. Ça n'a pas été 9 ans d'écriture en continu, mais des étapes comme ça où j'ai un peu tâtonné entre l'envie d'en faire une pièce de théâtre, ce qui était la chose qui venait le plus naturellement, mais je n'ai pas réussi à trouver la forme théâtrale qui aille avec ce voyage. À un moment, je me suis dit, peut-être je vais juste me servir de ces petites notes, de ces impressions, de ce petit carnet de bord, et puis ça sera un recueil poétique. Mais je sentais qu'il y avait autre chose qui avait envie de venir, qui avait envie de se déployer. Et finalement, j'ai décidé de ne pas me poser la question du genre et de mener ce chantier comme ça, en parallèle des autres textes, dans les moments où j'avais du temps, dans mes moments de vacances, de solitude, et de me dire on verra où ça va. Je veux pas... ce que je crois si je m'étais dit tiens, je vais écrire un roman, j'aurais peut-être, je sais pas, une tendance à faire la bonne élève et à faire l'idée d'un roman ou pouvoir formater quelque chose. Et ce que j'aime bien dans les textes qui ne me sont pas commandés ou qui arrivent comme ça, c'est de me laisser faire par l'écriture et de voir en cours de route quelle forme ça prend et vers quel genre ça m'amène.
Alors il y a aussi peut-être un thème qui est fort et qui semble nourrir la construction romanesque, c'est celui de la gestion du temps, qui est très différente sur ce cargo et qui résonne à plusieurs endroits. Ça s'est fait au fur et à mesure ou c'était voilà, une certitude dès le début de la création ? Oui, je crois que ça fait partie plutôt des obsessions, des choses qui reviennent régulièrement. En tout cas, l'écriture me sert à explorer des endroits comme ça, des élans que je ne peux pas faire dans la vraie vie. C'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui se passe, enfin, voilà, qu'est-ce qui se passerait si à un moment on décidait d'arrêter les choses, si voilà, il s'agit donc d'un équipage, d'une commandante, et à un moment, ok, on coupe les moteurs et on prend ce temps, on récupère ce temps, on se réapproprie notre temps en fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient, je pense, oui, même dans le premier livre, alors Carcasse, où c'est un personnage qui décide de s'immobiliser, de plus avancer, voilà, de rester immobile jusqu'à ce que mort s'en suive, ou presque. Et oui, je crois que c'est quelque chose qui revient, une envie parfois de réagir par rapport à un flux qui nous entraîne, et puis à des fois une impression de dépossession de nos temps parce qu'ils sont minutés et voilà, et liés à des injonctions parfois qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Tu as dit, à la première réponse, tu as dit « je ne me suis pas posé la question du genre ». Et alors, j'extrapole à dessein, évidemment, puisque la question du genre, elle est fondamentale, du genre masculin, féminin, dans le livre. Et à quel moment ce personnage de commandante est arrivé pour toi dans l'écriture ? Est-ce que c'est ce qui a, disons, déclenché l'écriture effective du livre ? C'est une fois que tu as trouvé ce personnage ? Ou est-ce qu'il est arrivé par effraction ? Tu peux nous raconter un peu comment les deux grands motifs de cette baignade et cette commandante, qui sont, je pense, les deux événements les plus marquants, ceux qui laissent au lecteur une trace la plus vivace, comment tout ça s'est tramé ensemble ? Oui, la commandante est arrivée, comme tu le dis, par effraction. C'est-à-dire, d'abord, pendant les premiers mois qu'on suivait le voyage, j'ai travaillé sur toute la première partie. Alors après, j'ai entrecroisé les chapitres, donc ça se ressent moins, mais j'avais d'abord écrit toute la baignade et toute la partie collective. Et pour moi, le premier personnage, c'était ce personnage collectif, quoi, ce groupe de marins et sa plongée. Et je me souviens très bien à un moment me dire mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui les regarde, mais presque comme un mouvement de caméra, j'avais besoin qu'il y ait un regard en haut une fois qu'ils étaient dans l'eau, et j'ai eu la sensation que quelqu'un surplombait et regardait, et c'est là que voilà, est apparu ce personnage de commandante. Et je crois que le fait que ce soit une femme, là, ce qui ne correspond pas à la réalité du voyage que j'ai fait, c'était une façon aussi d'affirmer que j'avais pas du tout envie d'écrire un reportage du voyage que j'avais effectué, ou un documentaire, ou un témoignage. Enfin, c'était ça. Le projet a tâtonné, mais en tout cas, ça n'a jamais été ça. Et le fait de faire apparaître ce personnage féminin dans cet univers plutôt très masculin, c'était une première entrée dans la fiction, quoi, vraiment. Alors, est-ce que ce personnage féminin, c'était aussi une volonté peut-être de se démarquer de certains personnages féminins qui sont quand même assez faibles ou assez limités, je dirais, dans la prose romanesque de manière générale? Est-ce que pour toi, en tant que créatrice, il y avait aussi une volonté de faire, outre la question genrée, qu'on pouvait souligner, mais de voir un petit peu de manière différente, ou d'offrir enfin plus d'épaisseur romanesque aux personnages féminins? Oui, ça a été une des décisions les plus conscientes, quoi, dans l'écriture, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont arrivées un peu plus par en dessous ou par l'inconscient, mais là c'était conscient. Je pense que ça correspondait à un moment où, en tout cas dans l'écriture théâtrale, on se rendait compte du manque parfois de personnages féminins un peu consistants, ou qui ne soient pas dans les stéréotypes, ou qui ne soient pas là juste pour donner la réplique aux personnages masculins. Et je crois qu'il y a eu, je pense dans l'écriture théâtrale, il y a, je sais pas, c'est peut-être ces 15 dernières années ou 20, quand même une envie de reprendre en main les personnages féminins et de proposer aux actrices quand même de défendre autre chose que du faire-valoir ou du stéréotype. Et donc, oui, dans le roman, c'est pareil, mais je pense que cette conscience m'est venue par le théâtre. Et par contre, ça n'a pas été si simple, en fait. On a beau de ne pas reproduire moi-même des stéréotypes, en fait, dans l'écriture. Et ça a été
un travail de traquer mes propres facilités ou les choses qui arrivaient. Voilà. Et de me dire non, il faut que ce personnage, faut la faire vivre comme une personne réelle et arrêter de projeter des choses, notamment sur cette figure de femme qui a le pouvoir, en tout cas, ou qui dirige, quoi. Et tu le disais, qui a été construit en contrepoint, en quelque sorte, pour avoir cette vision panoramique. Et là aussi, il y a de volonté, en tout cas dans l'écriture. C'est une écriture très charnelle. Guillaume le disait à l'instant, c'est peut-être une des scènes qui a le plus retenu aussi l'attention du jury à un moment donné sur l'écriture charnelle, sensuelle, cette immersion heureuse des corps dans l'océan. Est-ce que ça, c'était aussi une volonté de ta part de travailler en contrepoint, si je puis dire, hein? Oui, et puis j'ai toujours, et c'est peut-être que ça aussi ça vient de l'écriture théâtrale, mais besoin que les choses repassent par le corps et qu'elles soient, de faire partager plutôt des sensations au lecteur que des idées ou des choses plus extérieures. Et c'est vrai que la sensualité, elle s'est imposée à partir du moment où il y a un univers aussi fort que l'océan, le bateau, avec tout ce que ça implique de sensations, de bruit, au toucher, de vertige aussi. Est-ce que tu pourrais, on en a brièvement parlé, peut-être pour les personnes qui n'ont pas encore lu le livre, il y a donc cette baignade, et quand les marins reviennent à bord, il y a un marin de plus. Peut-être pas. Enfin, en tout cas, il y a la sensation que le groupe n'est plus exactement le même ou que du point de vue numérique, il y a quelque chose qui a changé. Alors, on peut l'interpréter et extrapoler beaucoup, mais toi, tu peux nous dire comment toi, ça t'a guidé dans l'écriture, comment ça a posé des contraintes aussi sur le genre même, c'est-à-dire que de poser une énigme quasiment de science-fiction comme ça, tout à coup, dans un texte qui n'a pas un aspect de science-fiction. Comment toi, tu as, disons, géré cette énigme que tu as posée, qui est à la fois qui est un coup de génie, je trouve, et qui en même temps génère une étrangeté, une beauté et une inquiétude, en même temps que beaucoup de désir. Comment toi, tu as construit avec ce 1 de plus dans ta tête, dans l'écriture, comment ça a été dynamique pour toi? Ouais, cette gestion de l'étrangeté, hein, on peut le dire. Oui. Et déjà, c'est pas arrivé comme une décision pareil en amont. J'écris pas avec un plan déjà fait. C'est vraiment pour pouvoir construire un livre, il faut d'abord que j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup de matière, j'en jette la moitié. Il y a beaucoup de brouillons, etc. Et puis quand je commence à avoir des passages auxquels je tiens, je les agence. Et j'avais cette baignade qui était vraiment le premier moment d'écriture et ce trajet que j'ai essayé de pousser. C'est pour ça que parfois on me dit mais elle est interminable ta baignade parce que c'est vrai que par rapport à un livre qui n'est pas très long, ça occupe 2 chapitres entiers parce que j'avais envie de pousser jusqu'au bout ces sensations et passer de cette exaltation petit à petit au vertige quand on commence à prendre conscience que oui en fait potentiellement, il suffit d'une vague pour qu'on ne voit plus les autres, pour qu'on soit perdu. Il y a la profondeur sous les pieds. J'avais envie vraiment d'explorer ça. Et donc, ça m'a amené, moi, dans l'écriture, à cet état d'inquiétude qui n'était pas prémédité. Et la deuxième chose, c'est, comme je disais, de me surprendre aussi, de m'amuser à ne pas tomber dans mes propres attendus. Donc, évidemment, quand j'ai amené cette baignade jusqu'à la peur la plus évidente, c'était qu'il manque quelqu'un, que quand il remonte à bord, il y a quelqu'un qui se soit perdu, qui se soit noyé. Et je sais pas, c'était un petit défi de me dire qu'est-ce que ça ferait d'écrire un livre où tu vas jamais là où toi-même tu t'attends en fait. Et donc j'ai posé, mais après c'était en effet une sacrée contrainte à tenir et ça a orienté toute l'écriture de la deuxième partie où là la deuxième partie elle a été moins instinctive, elle a aussi construit avec ça et essayé de relier les fils. Comment dire, moi j'y mets bien sûr des sens plus intimes, secrets, symboliques à ce 1 en plus, mais je voulais pas non plus que ce soit un polar ou avec une résolution à la fin parce que je voulais qu'on reste au niveau des personnages qui sont dans la perte de repères et ne sauront pas ce qui s'est passé ou pas passé. Mais oui, ça a
complètement fait basculer l'écriture dans une autre manière d'écrire à ce moment-là. Et cette notion d'étrangeté, est-ce que c'est pas aussi un moyen de repenser l'altérité ? Oui, en tout cas, j'aime bien que... moi, j'aime ça comme lectrice ou au cinéma, comme spectatrice, ou ne pas m'attendre à ce qui va m'arriver, que je vienne pour voir quelque chose et finalement, on m'amène ailleurs et j'imaginais pas qu'on m'amènerait là. Et c'est vrai que je trouve que l'étrangeté en littérature, mais bon, voilà, je me suis appuyée autant sur les classiques de la littérature fantastique que sur le réalisme magique sud-américain. Enfin, je trouve que c'est un espace de liberté immense. Et à l'intérieur de ce huis clos, parce que sur le bateau, on est tout le temps les uns avec les autres, il n'y a aucun échappatoire possible. C'est sûr que ça... C'est comme si c'était l'élément d'altérité qui venait semer le trouble au milieu d'un groupe qui se connaît dans un métier de routine. Enfin, il n'y a pas forcément de grande aventure sur un cargo de marchandises. Et juste ça, le fait de ne pas reconnaître quelqu'un. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de le rapport à la généalogie pour cette commandante? La figure du père est très importante aussi, surtout dans la deuxième partie du livre, j'ai l'impression, enfin dans ce que j'en ai perçu. Comment pour toi, cette femme, ce personnage de femme, elle se positionne, puisque donc elle est fille aussi de commandant de cargo, elle suit comme ça le sillon laissé par son père, et elle est aussi il y a un rapport comme ça à l'absence de cette figure-là qu'elle cherche aussi. Est-ce que pour toi, le fait qu'elle coupe les moteurs, enfin le fait qu'elle franchisse le pas d'une décision qui est une décision dangereuse, interdite, enfin, est-ce que c'est pour toi aussi comme une tentative pour elle de se défaire de cette généalogie, d'écrire sa propre histoire, de laisser advenir l'insolite, parce que tu disais... on s'attendrait à ce qu'il y en ait un de moins, il y en a un de plus, donc quand tout à coup on laisse la place à la peur ou à l'interdit, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vient. Est-ce que tu le relis à ça, cette figure de la cette lignée-là pour elle ? Oui, c'est vrai que d'abord la figure du père, c'était pour inscrire ce personnage de commandante. Comment dire ? C'était pour, au départ, l'idée qu'elle c'est pas comme si elle n'avait jamais... qu'elle débarquait dans ce monde en fait de la mer et qu'elle devait faire toutes ses preuves, parce que je trouve que du coup en tant que personnage féminin ça aurait été encore plus elle vient de rien, elle a dû prouver et puis maintenant elle est à la tête de... Là j'avais envie qu'il y ait une sorte d'évidence a priori avec ce milieu et puis finalement pas tant que ça mais et comme si c'était transmis cette chose qu'elle héritait de quelque chose dont elle va essayer de comprendre ce que c'est aussi, qui est que elle se sent beaucoup mieux sur la mer que sur la terre en fait, et que quand elle est à terre, il y a quelque chose où elle se sent pas tout à fait au bon endroit, à la bonne place, et par contre quand elle est en mer, elle est au bon endroit, et ça c'est un héritage sur lequel elle ne met pas forcément de mots, parce que je crois que c'est des personnages dans ce livre qui ne parlent pas beaucoup et qui eux-mêmes ne formulent pas beaucoup les choses, et que ce voyage qui déraille un petit peu va lui permettre peut-être de se poser ces questions-là un peu plus. Et je rebondis juste sur une autre chose, parce que je sais que dans le texte, il y a quelque chose aussi qui m'avait énormément marqué, c'est le cargo déserté, et l'espèce de rapport très... sensationnel de ce personnage-là avec les machines. Et peut-être que ce qui fait aussi la force très singulière du livre, c'est que le rapport de la femme à la machine, dans la littérature, il est rarement pensé en fait, il est rarement mis en scène. Le rapport de l'homme avec la machine, c'est le rapport dominant, mais le rapport de la femme avec la machine, et ça pour moi c'est une des grandes irruptions littéraires de ton texte, c'est que tout à coup c'est autre chose qui advient. Et tu peux nous parler un peu pour toi de ce rapport-là à la machine? Oui, ça c'est vraiment une ligne qui est venue des premières notes prises sur le bateau, parce que concrètement, quand on passe 15 jours sur une machine qui ne s'arrête jamais de vibrer, c'est comment dire, le cargo, c'est pas du tout
l'expérience qu'on pourrait peut-être avoir, je ne l'ai pas faite, mais en voilier ou sur des bateaux où on n'est pas comme ça sur une usine flottante. Là, le cargo, en fait, il n'y a pas du tout ce lien direct à la mer, aux embruns. Non, dès qu'on sort, ça sent le fioul, on se cogne, il y a de la graisse partout. La nuit, il y a la couchette qui vibre. Il y a tout le temps un rapport. On est dans la machine, en fait, même si on est au-dessus des moteurs. Même au 3e étage, au-dessus des moteurs, on les sent, il n'y a jamais d'interruption, d'arrêt. Donc, de fait, ça, je pense que ça m'a marqué très profondément, de se dire on est dans le cœur de la machine pendant 2 semaines. Et oui, il y a une certaine sensualité, parce que ça devient ce qu'on respire, ce qu'on touche, et je pense que ça, c'était un fil assez impressionnant physiquement pour donner envie de l'écrire. Alors j'aimerais qu'on puisse revenir sur ton choix poétique et le fait finalement de ne pas tout dire au lecteur, de fonctionner par petites touches, de l'amener doucement d'un glissement à l'autre, si je puis dire. Est-ce que pour toi il y avait une volonté aussi de construire ton roman autour de cet art de la suggestion ? Oui, et puis comment dire, et ce livre il s'est écrit comme sans doute beaucoup, mais par tâtonnement aussi, par étapes. Et je crois que dès que j'essayais de trop en dire, ça devenait un autre livre. Ça devenait un autre genre littéraire presque. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai eu besoin de retenir, sinon tout tombait presque de l'étrangeté ou de l'atmosphère que j'avais réussi à mettre en place dans les premières pages. Dès que je voulais trop déployer quelque chose de l'ordre de l'intrigue, ça faisait basculer vraiment l'équilibre, le fil que je voulais tenir. Donc c'est un peu comme ça, un peu un bricolage d'écriture aussi. Il y a aussi peut-être le fait que, venant de l'écriture dramatique, c'est primordial de ne pas trop en dire, parce qu'il faut laisser la place aussi aux spectateurs, aux acteurs, aux metteurs en scène, et que un texte de théâtre, dès lors qu'il y a une seule ligne qui cherche à expliquer quelque chose, ça ne marche plus. C'est physique. Je sais pas, s'il y a un trop dit dans un texte de théâtre, ça ne tient plus, quoi. Sur scène, tout de suite, ça s'effondre. Et donc, je pense que l'écriture dramatique est une école de l'économie aussi, de ce qu'on dit et de ce qu'on ne dit pas. Et puis voilà, je pense que je ne suis pas une autrice de scénario, de psychologie. J'ai plus envie de raconter une histoire qui se passe au niveau des sensations ou des choses sous-jacentes ou des forces qui nous traversent de façon invisible que de façon visible. C'est plutôt comme si, encore une fois, ma caméra, au lieu de la mettre au-dessus de façon réaliste, je la mets en dessous ou à l'intérieur des personnages. Donc, tout ne peut pas être éclairci. Et est-ce que tu veux bien nous dire de manière très concrète comment tu écris ? C'est-à-dire, est-ce que tu as dit que tu générais beaucoup de matériaux et qu'après tu agençais des scènes les unes avec les autres pour qu'elles commencent à construire et à coudre un livre, mais est-ce que tu as l'impression que tu retravailles énormément la phrase ? Est-ce que tu reviens énormément sur la rythmique ? Comment dans la fabrique elle-même, comment ça se passe pour toi ? Parfois, si je dois le comparer à une autre pratique, c'est de la sculpture. C'est-à-dire que j'ai des gros blocs, j'écris plus que ce qu'il n'y a finalement dans le livre, et après, ça va être beaucoup d'enlever, de couper, de garder juste l'essentiel. Justement, j'écris beaucoup dans un premier jet, c'est beaucoup trop expliqué, j'ai mes gros sabots, je dis tout ce qu'il faut bien comprendre, et puis vous avez bien compris le message. Et donc après, tout le travail, c'est d'enlever toutes les béquilles, en fait, tout ce qui fait toute ma lourdeur du premier jet, et de garder le fil. Et oui, c'est beaucoup à voix haute. Et pour moi, une phrase ne tient pas tant que j'en suis pas satisfaite de point de vue musical. À voix haute ou à voix intérieure ? Parce que la musique, tu vois, on peut la sentir
sans la vocaliser, mais toi, tu as besoin de vocaliser aussi. J'ai besoin de vocaliser quand même. J'ai besoin, voilà, mes voisins en savent quelque chose sans doute, mais j'ai besoin de dire à voix haute. Et après, je travaille par petits blocs, c'est-à-dire par paragraphe. Voilà, je retravaille un paragraphe, puis je passe au suivant par petits bouts comme ça. Alors, ce qui va nous emmener sur une autre rive. On va passer du théâtre à la poésie. Parce que c'est vrai, on l'évoquait tout à l'heure lors de la remise du prix, mais ces glissements constants, en tout cas d'un genre à l'autre, et notamment vers le poétique. Alors je ne résiste pas à vous lire une phrase extraite du roman de Mariette. « Son noir des apnées, symphonie des apesanteurs ». Donc on sent effectivement tout ce travail d'assonance, d'allitération. Est-ce que toi, cette volonté aussi, elle était présente, que le texte finalement romanesque déborde vers un autre genre qui est celui de la poésie, de par ton parcours aussi, oui, je crois que je cours après un idéal qui serait le livre total. Quoi. Je crois que voilà, ce serait ça que j'aime aussi comme lectrice, mais ces espèces de livres où il y a tout dedans, qui ne soient pas coupés en petits bouts entre la collection que je dirige chez Chêne Éditeur, elle s'appelle Grand Fond, et Grand Fond en édition, c'est les marges en fait. En typographie, ça veut dire les marges, et c'est une collection de textes qui ont à voir avec la poésie, mais qui peuvent être du récit, de la prose, qui peuvent tirer vers l'essai, qui peuvent tirer vers la parole à dire. Voilà, je crois que c'est quand même l'endroit que j'aime, et un roman. Pour moi, n'est pas satisfaisant s'il n'y a pas quand même une solidité, enfin je le vois en termes vraiment physiques, mais quelque chose une solidité de la langue, quoi. Je ne suis pas satisfaite comme lectrice d'un roman qui va juste me raconter une histoire si cette histoire, elle ne me provoque pas une chose esthétique, et au niveau de la phrase, au niveau du paragraphe, au niveau du chapitre, au niveau de l'ensemble, de la construction. Je pense que les histoires, il y a plein de façons de les raconter, mais voilà. Pour moi, le roman doit forcément avoir une part de poésie pour je sais pas, pour avoir de la chair, pour avoir... Oui, et puis ce goût de l'expérimentation aussi, peut-être. Tu parlais de cette collection à l'instant où on va être transgénérique, mais pour toi aussi, il y avait aussi ce souhait-là, c'est-à-dire ne pas seulement travailler effectivement un sujet, mais peut-être une forme aussi, qui soit plurielle. Oui, même si ça n'a pas été forcément conscient sur ce livre-là, que finalement, qui a un aspect assez classique finalement de récit avec ses chapitres. On avance comme ça dans une histoire avec des points de vue. Finalement, il au final assez classique, mais oui, en tout cas, je me suis laissée porter par des envies. Oui, à un moment, il y a un bout de journal de bord aussi que j'ai pris un vrai journal de bord, je l'ai retravaillé. Mais c'est ça qui est super avec le genre romanesque, c'est qu'il peut tout avaler, tout contenir. Et peut-être juste, est-ce qu'il y a des parrains, des marraines, des références qui t'ont accompagné pendant l'écriture, que ce soit musicale, cinématographique, littéraire, picturaux, enfin, est-ce qu'il y a des figures tutélaires qui t'ont aidé? Oui, il y en a pas mal, surtout sur un temps d'écriture long comme ça se sédimente, mais disons que les plus évidents, on va dire... pendant le voyage, j'ai lu Michaud, qui lui-même était parti en mer pas mal, et donc il a des écrits, des poèmes sur son expérience en bateau. Donc je pense qu'il y a une ou deux images. Je sais pas, je me rappelle une image de la mer qui est entièrement grise. Enfin, je ne saurais plus de mémoire, mais ça, je pense que ça a laissé une trace. Il y avait Moby Dick quand même, parce que je m'étais dit, je ne peux pas écrire sur la mer. Mais finalement, entre le fantasme que j'avais de ce livre et sa lecture, ce n'était pas tout à fait la même chose. Et j'ai gardé le clin d'œil peut-être à la baleine, même s'il n'y a pas de baleine dans mon livre, mais elle apparaît d'une autre façon. Et puis l'Odyssée, vraiment, ce qui a été là plutôt... ça m'a vraiment guidée. Et je pense que ça a même structuré le livre.
j'en avais une connaissance scolaire, donc surtout des chapitres les plus spectaculaires. Et en lisant l'Odyssée, du coup, avec un regard d'adulte, j'ai vu tout le reste, c'est-à-dire la grande mélancolie d'Ulysse. Le fait que dans ce voyage de retour, il est beaucoup amené à raconter son histoire et à chaque fois il pleure. Et ça m'a vraiment marqué de dire c'est pas du tout l'image du héros contemporain qu'on a, de l'homme qui est voilà, le guerrier. En fait, il pleure tout le temps. Et il y a un moment très fort et très doux aussi dans l'Odyssée, c'est le moment où il se retrouve au royaume des morts. Tirésias lui permet d'arriver sur une île, et là il retrouve ses compagnons qu'il vient juste de perdre, et il retrouve sa mère. Et il y a quelque chose, c'est vraiment une parenthèse ce moment, parce que c'est pas du tout une aventure, c'est doux, quoi. C'est comme une pause au milieu de l'Odyssée, et il dialogue avec sa mère, et puis il repart tout simplement. Et je pense que ça a quand même donné un peu la couleur de certains passages du livre. Oui, et puis cette citation en exergue, alors qu'on attribue peut-être à Aristote, il y a les vivants, les morts et les marins. Pourquoi ce choix emblématique, avant juste cette plongée dans le roman? Ça, c'était vraiment la première phrase qui nous a été dite en montant sur le cargo. Il y a les vivants, les morts et les marins. Bienvenue parmi les marins. Donc ça avait un petit... Bienvenue au club. Voilà, une petite pression avant de monter. C'était le chef mécanicien qui nous faisait la visite. Je pense qu'il avait bien mesuré son effet. Il savait qu'il allait nous impressionner. Mais du coup, ça a vraiment trotté dans ma tête, cette phrase, de me dire, ok, ça veut dire quoi un monde qui serait entre les vivants et les morts. Et c'est là, je pense que Ulysse est arrivé, mais... Ça veut, indépendamment du métier de marin et du fait que oui, on est loin de la terre 6 mois par an, etc. Qu'est-ce que ça serait pour tout un chacun d'être marin, c'est-à-dire d'être entre les deux mondes, entre la vie et la mort par moment. Et j'ai fait le pari que ça nous arrivait à chacun de temps en temps de s'absenter du monde des vivants, même si c'est quelques secondes, même si c'est... Voilà. Alors, peut-être tu l'as évoqué, mais rapidement tout à l'heure dans ton discours, mais ta vision, ta conception de la frontière en tant qu'écrivaine, quelle est-elle? C'est un sujet, oui, très vaste, mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai un attrait, un appétit pour ces zones troubles, frontières, mixtes, mélangées. Donc, comme je l'ai dit, dans l'écriture elle-même, mais aussi... Je crois que je m'intéresse toujours aux personnages qui sont plus en marge que dans le centre. J'ai quand même toujours un attrait pour ce qui est en marge, ce qui est au bord, ce qui est un peu repoussé dans un coin, ou ce qui est moins visible à première vue. Ou ce qui est, ouais. Donc ce serait peut-être ça, le bord. Et tu as l'impression que l'écriture théâtrale et l'écriture poétique dans le champ littéraire sont précisément à ces marges-là aujourd'hui, là où elles ont pu connaître plus le centre à d'autres époques. Tu as l'impression que le roman est la forme reine par rapport à des formes qui sont peut-être plus dédaignées ou en tout cas moins perçues comme immédiatement littéraires? Oui, j'ai l'impression que, pour parler peut-être plus de la littérature théâtrale aujourd'hui, parce que j'ai un peu plus pensé cette question-là, je pense qu'il y a carrément un angle mort, quoi. C'est même pas juste un bord, c'est-à-dire que dans le champ éditorial et commercial, on va dire, le théâtre est assez peu diffusé, vendu, parce qu'il n'y a pas forcément les forces. Et sur les scènes, la tendance n'est pas forcément non plus au texte écrit préexistant qu'on va mettre en scène. Il y a d'autres formes d'écriture qui s'inventent au plateau, ou de montage, ou de textes qui existent après coup, après la création, mais un texte comme ça qui est écrit de son côté et qui est pris pour être mis en scène par quelqu'un, c'est pas du tout la tendance aujourd'hui. Donc les textes de théâtre qui ne sont pas écrits par des metteurs en scène aujourd'hui, je crois, sont vraiment dans un angle mort, et ce qui est dommage parce qu'il y a des choses super, vraiment, et très dynamiques en plus. Alors on va peut-être profiter de notre assemblée ici présente pour faire un temps d'échange tout simplement avec Mariette. Si vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce qui vient d'être dit.
La première question est toujours la plus compliquée. J'ai été trop bavarde déjà. Mais je vois que nous avons notre chef opérateur qui est déjà là avec le micro. Il y a la dame en vert. Voilà, ça marche ? Oui, ok. Donc je me posais la question par rapport au titre. J'ai oublié de la poser tout à l'heure, donc j'en profite maintenant. Parce que je pense tout de suite aussi à la traduction. Et elle ne sera pas aisée en allemand, parce que justement ça évoque donc, la couleur et le fait d'un territoire outre-mer, enfin, ou le fait d'outre-mer. Comment il est né ce titre à double vocation ? Oui, c'est vrai que j'ai hésité avec ce titre parce qu'il y a aussi le livre de Malcolm Lowry qui s'appelle Ultramarine. Et je me suis dit, c'est peut-être trop proche, trop référencé. Mais c'est vrai que c'est justement la puissance de ce mot qui a fait qu'il s'est imposé assez vite dans l'écriture et que j'arrivais pas à trouver d'autres titres que ça. C'est pas tant les territoires d'outre-mer que le fait de traverser la mer et puis la couleur et puis comme les premiers personnages qui sont apparus, c'était ce groupe de marins et j'avais envie de voir ce que c'était d'être marin à l'extrême aussi, ultramarin, ça recouvrait aussi tout ça. Donc finalement, avec mon éditeur, on a décidé d'assumer ce titre et la proximité avec Laurie et comme un clin d'œil aussi, un hommage. Voilà, mais il y avait tout ça, justement, tous ces sens, et j'arrivais pas à trouver un autre titre qui regroupe aussi autant de possibilités de lecture. Et j'ai le futur titre allemand, mais je vous le dirai, parce qu'il faut que je regarde sur mon téléphone. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des suggestions, d'ailleurs, pour un titre en allemand ? C'est jusque-là, mais oui, cette idée pas de une traduction littérale. Oui, ça me paraît impossible avec les trois possibles sens. Mais le fait de marin à l'extrême, c'est vrai que ça serait beau de le retrouver. Mais D'autres questions ? Envie de dialoguer, tout simplement. Ah, au premier rang, s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde m'entend ? Ok, parfait. Alors je reste aussi dans la continuité du titre. Donc on a les ultramarins, et j'ai l'impression que la petite, entre guillemets, absente de ce titre, c'est la commandante, l'ultramarine, si je puis me permettre. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette question de la commandante, et notamment par rapport au cœur du bateau ? Parce que j'ai l'impression que cette relation à la mécanique entre les marins et cette relation de la mécanique et de la commandante, ce sont deux choses fondamentalement différentes. Et est-ce que vous pouvez juste nous en parler un petit peu, s'il vous plaît ? Oui, cette idée du cœur du bateau, il est vraiment né aussi d'un souvenir très concret du fait que l'impression qu'il y a tout le temps un cœur qui bat en dessous de la couchette où je dormais, parce qu'il y avait vraiment cette chose de mécanique. Et puis... oui, j'avais envie que ce personnage qui a priori est celle qui tient, qui maîtrise, qui rassure les autres, tout d'un coup elle ait des comportements un peu inattendus, instinctifs, comme ça, comme celui de se mettre au sol pour écouter le cœur du bateau, enfin des choses comme ça plus impulsives. Voilà, ça m'amusait qu'elle ait ce côté-là, là où l'équipage reste un peu dans un rôle plus réaliste et technique, de simplement voir d'où vient la panne, etc. J'aimais bien qu'elle ait une relation privilégiée à ce bateau, alors que ce soit réel ou que ce soit dans la projection qu'elle en a, mais qu'elle ait une relation presque fusionnelle à son bateau. Enfin, je sais pas. Je pense que c'est venu du fait que ce rôle de commandante, tout à coup, ça m'a ouvert l'imaginaire de quelqu'un qui tient la barre, enfin quelque chose de faire corps quand même avec la machine, avec le bateau. Même si c'est plus comme ça qu'on dirige un cargo, c'est beaucoup plus informatisé, mais il y a quand même un rapport humain dans le fait de diriger et qui fait appel aux sensations quand même, et à la vue beaucoup. Ah, il y a une question.
Merci bien. Alors, j'ai découvert dernièrement votre livre. Je me suis intéressée à la question du prix littéraire très tardivement. Je m'en excuse. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Et j'ai été pris. Alors, j'ai lu votre livre hier soir. Voilà. Une soirée. Tout frais. Et peut-être un élément qu'on n'a pas évoqué, c'est celui de la brume. Moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée parce que, étant géographe, pour moi, c'est le changement, c'est la brutalité du changement météorologique, peut-être même une question de frontière, de discontinuité. On avait le grand beau temps, ce qui faisait qu'il y avait la bonne ambiance sur le bateau. Et d'un seul coup, alors désolé pour ceux qui n'auraient pas lu, hein, je donne peut-être beaucoup d'éléments, d'un seul coup, c'est le trouble qui s'installe et toutes les peurs qui naissent. Et finalement, je me suis demandé si c'était lié à une peur qui vous est propre. Est-ce que la brume évoquait quelque chose personnellement pour vous ? Et finalement, cette brume qui est incompréhensible et qui crée la peur chez tous. Et nous, on la ressent par rapport au changement. Il y a un changement de style aussi qui arrive à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui, pour moi, avec la baignade, a été particulièrement fort et m'a interrogée. Oui, c'est vrai que la peur et la brume, ouais, sont allés ensemble. Il y a quelque chose, en fait, quand il y a de la brume, alors je ne l'ai pas vécu sur ce voyage-là, mais ça a pu m'arriver à d'autres endroits, des brumes très épaisses. Et pour moi, c'est la même perte de repère que quand on est tout à coup au milieu de l'océan et on ne sait plus où on est, où sont les autres éléments. Je crois que c'est quand même le fil conducteur et de la baignade et de la brume et de beaucoup de choses dans ce roman. C'est essayer de rendre compte de nos pertes de repères dans un monde où on a l'impression que tout est, voilà, on est géolocalisé, tout est millimétré, on peut pas se perdre, on peut plus se perdre a priori. Et pourtant, il y a des avions qui disparaissent, il y a des bateaux qui disparaissent, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent, dont on n'a plus trace. Et on est dans un monde de la maîtrise absolue, et pourtant il suffit de pas grand-chose pour que ça déraille, et au niveau intime et au niveau collectif. Enfin voilà, je crois que c'était vraiment quand même ce qui a orienté, et la brume est arrivée comme une métaphore de plus, ou une façon d'aller un cran plus loin là-dedans. Et par rapport au personnage du second, j'ai l'impression qu'il a aussi un rôle un peu particulier. Oui, c'est vrai que dans ce groupe de marins, il y a quand même quelques-uns qu'on identifie. Et, notamment ce personnage, c'est vrai que pour qui moi j'ai eu beaucoup de tendresse dans l'écriture. En fait aussi, là où j'avais pas du tout envie d'aller au début, alors que ça pouvait être peut-être une facilité, c'est de se dire on est dans un huis clos comme ça sur un bateau, une femme, des hommes, il va forcément y avoir des tensions, donc il y en a à certains moments, mais j'avais pas envie que le livre repose sur du conflit ou de la tension. J'avais envie que ça puisse aussi reposer sur de l'amitié, voire de l'amour, voire de la bienveillance, enfin, voilà, quelque chose qui réunit ces personnes, et que ça vient même les troubler d'être réunis par une chose comme ça, qui est un sentiment plutôt positif. Et c'est vrai que ce personnage-là, j'ai eu envie un peu de le suivre aussi. Pour moi, il prend pas mal des marins que j'ai rencontrés aussi à bord, qui étales des hommes assez jeunes, un peu partagés entre une vie tout à fait normale de famille à terre, et puis quand même 6 mois sur les bateaux, et ces grands écarts-là entre une espèce de normalité, de routine, et puis quand même ces absences immenses de 6 mois, voilà, et quelque chose d'assez touchant, et en même temps, et voilà, et c'est pas des personnages, c'est pas des aventuriers, ils se voient pas comme des aventuriers, c'est des gens qui font leur travail de façon assez banale, et en même temps c'est fascinant. Et ça m'a fait du bien de l'avoir, ce second aussi dans le livre. Voilà. Alors pour clôturer peut-être notre rencontre, projetons-nous. Est-ce qu'il y a un autre travail en cours en ce moment, une nouvelle création? Où est-ce que tu en es? Pas vraiment, parce que je manque un petit peu d'espace et de temps pour faire arriver autre chose.
Comme je parle beaucoup d'ultramarin, j'ai l'impression que si j'écrivais tout de suite, je vais réécrire la même chose et c'est pas l'idée. Donc j'ai des intuitions, mais qui pour l'instant n'ont pas du tout de forme, de trame. Voilà, je pense que je vais poursuivre certaines obsessions, et puis j'ai quand même l'envie de refaire un roman, c'est-à-dire de continuer sur ce temps un petit peu long et de développer des choses de cet ordre-là, mais j'en sais moi-même pas vraiment plus. Ah, monsieur. Juste une petite question pour rebondir. Est-ce que ce texte pourrait devenir un texte de théâtre ? C'est pas toujours simple, la mer au théâtre, surtout avec un texte aussi poétique que le vôtre, mais je pense à Claude Régis qui l'a fait avec Pessoa et son Ode maritime, ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez des idées ou... Oui, je pense qu'il peut aller sur scène comme un roman adapté, comme plein de romans deviennent des spectacles. Par contre, une forme purement théâtrale, en tout cas, moi, je n'y suis pas arrivée dans l'écriture. Il n'y avait pas d'évidence. Enfin, je trouvais que cet univers-là se prêtait plus à un roman, aussi parce que c'est peut-être des personnages qui parlent peu. Mais bon, on peut ne pas faire parler les personnages au théâtre et être dans quelque chose d'intérieur, mais j'avais tellement l'impression qu'il y avait beaucoup de silence dans cette histoire et beaucoup de choses uniquement visuelles, ou alors peut-être un théâtre d'images sans parole, je ne sais pas. Mais après, il peut être porté sur scène comme un roman et dit, ça c'est sûr, mais c'est pas... Ouais, en faire vraiment une pièce, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi. Ça sera peut-être pour d'autres. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Mariette, merci Guillaume. Merci à vous. Et bravo à vous.